pour tout le monde. Très joli, très original. Ça me fait penser à Bassam chez nous. Donc voilà, j'apprécie le cadre, le calme et la particularité du lac rose. La coloration, bien sûr. On entend lac rose, c'est du jamais vu, on est venu voir et on a vu le rose. Le village a... Il sera beaucoup question de placer le Sénégal dans le top 10 des pays les plus visités en Afrique. Une lueur d'espoir pour les acteurs du tourisme, ici, au Lac Rose. Je le garde, nous dit l'équipe de Casa. Le podium, je le veux, nous dit l'équipe de Uzo. La DTV arbitre pour une première en Ligue Pro. Après la Coupe du Sénégal, la DTV vous offre le derby Uzo contre Casa. En direct et en exclusivité le lundi 2 mai à 17h au stade du Demba Diop. La DTV, toujours au rendez-vous des grands événements. Ce lundi 2 mai, Uzo contre Casa, en exclu et en direct à partir de 17h. Entier. Nos invités, Sidia Ndiaye est le secrétaire général de la FGTS. Il est également le coordinateur du Front syndical autonome. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement. Atoumane Diaw est membre du bureau confédéral de la CNTS, conseiller spécial du secrétaire général de la CNTS et membre du Haut Conseil du dialogue social, président de la commission de la formation et de la sensibilisation du HCDS. Le quatrième invité, Mamadou Ndion, il est économiste, écrivain, responsable politique APR à Diass et conseiller départemental à Mbour. Monsieur, merci à tous les quatre d'être venus. Alors, cher Diop, je vais démarrer avec vous. Comment se porte le travailleur sénégalais en 2016? Dans notre mission, le travailleur ne se porte jamais mieux parce qu'on se bat toujours pour améliorer les conditions de travail
mais surtout pour améliorer le pouvoir d'achat. De ce point de vue-là, le combat est encore là. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un léger mieux. Il y a un léger mieux parce que des années durant, nous avons revendiqué pour la baisse de l'impôt sur le revenu. C'est obtenu, c'est un léger mieux. Les questions de loyer, des denrées de première nécessité, il y a un léger mieux. Aujourd'hui, le travailleur continue à se battre pour encore améliorer ses conditions de vie, mais surtout améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Et le moment est opportun, parce que le combat que nous avons eu à mener il n'y a pas longtemps a eu des conséquences sur certains produits, surtout sur les produits pétroliers. Aujourd'hui, on s'attend que l'impact qu'il y a eu au niveau de tous les produits qui dépendent du pétrole aussi suivent les mêmes conditions. De ce point de vue-là, le travailleur sénégalais peine encore à avoir un pouvoir d'achat amélioré. Sidya Ndiaye, sentez-vous ce léger mieux dont parlait Cheikh Diop dans votre vécu de tous les jours? Vous savez, c'est tellement compliqué de parler dans le contexte actuel de léger mieux, puisque nous sommes dans un pays pauvre, très très pauvre d'ailleurs. Le travailleur sénégalais étant, même si on a fait des efforts pour améliorer ses conditions d'existence, a un poids sociologique, c'est-à-dire la famille. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'avec le chômage endémique, le chômage de la jeunesse, le travailleur sénégalais, sur son salaire, fait vivre une dizaine, voire plus de personnes. Donc ce qui fait que c'est extrêmement difficile. Ce qui n'enlève à rien aux efforts qui ont été faits pour améliorer un peu, comme il l'a dit si bien tout à l'heure, par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au maintien des prix dans les premiers ministères à leur niveau actuel, puisqu'il n'y a pas eu de hausse depuis lors, même si, etc. Mais le loyer, c'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais malheureusement, les gens l'ont contourné et ont commencé à augmenter. La technique est très simple, c'est de faire sortir les gens pour dire que j'ai des travaux à faire à la maison et on revient. Donc là aussi, il va falloir voir comment verrouiller. Et sans compter maintenant qu'il y a d'autres catégories de travailleurs auxquels moi je pense. C'est les intérimaires. Nous avons une floraison de sociétés d'intérim aujourd'hui qui utilisent la main-d'œuvre taillable et corvéable à souhait sans que personne ne dise rien. Vous facturez le poste à 400 000 et vous payez au travail 40 000 francs. Donc ça, c'est des problèmes. Aujourd'hui, dans les entreprises, des grandes entreprises, on dit des stagiaires. Personne ne dit rien. Payé à 30 000, voire même le prix de transport. Si vous regardez dans certaines grosses entreprises, aujourd'hui, le personnel qui a le contrat à durée déterminée, c'est des dizaines, et vous avez des milliers d'autres travailleurs qui n'ont pas de situation, qui ont été placés là comme de la marchandise, comme des esclaves. C'est les syndicalistes qui ne font pas leur travail. Je pense que nous avons une responsabilité. Oui. Et aussi à l'administration du travail. Parce que souvent on reproche trop aux syndicats, mais l'administration du travail doit pouvoir quand même contrôler dans les entreprises pour faire l'état des lieux. Souvent ce n'est pas le cas, parce que l'administration du travail, les syndicats les ont toujours défendus, n'ont pas assez de moyens parfois d'intervention. Des véhicules, il faut aller sur le terrain, parfois les effectifs sont très rétrécis, puisqu'il faut constater que dans l'administration du travail, il y a le découragement des inspecteurs qui n'ont pas de bons revenus et qui quittent l'administration du travail pour aller dans les privés, pour être des directeurs de ressources humaines. Ça, c'est un phénomène extraordinaire. C'est-à-dire que nous formons des administrateurs du travail qui nous quittent parce que simplement l'administration sénégalaise est malade. Et je crois que récemment, on a tenu un forum pour parler de cela. Malade parce qu'on a créé des disparités telles qu'il y a des fonctionnaires qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont dans certains ministères où il y a des fonds communs, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de privilèges, pendant que certains n'ont rien du tout. Et ça, je crois que lors du forum, cela a été évoqué pour qu'on essaie de corriger un peu. Il y a même eu un séminaire qui a voulu essayer de voir comment faire, mais malheureusement, c'est en queue de poisson que cela s'est terminé, donc il n'y a rien eu. Donc je crois qu'il va falloir formater tout cela, revenir à l'équilibre, à la justice sociale, pour que les fonctionnaires soient traités d'égale dignité. Parce que souvent on reproche aux enseignants, par exemple, qu'ils revendiquent trop, etc. Mais les enseignants vous disent, écoutez, nous on forme des gens qui demain ont 4 fois plus de salaire que nous. Donc voilà des problèmes qui font qu'aujourd'hui, c'est très complexe de dire que bon,
c'est bon, il y a un léger mieux, même si on peut noter que dans certains domaines, des efforts ont été faits, parce qu'il ne faut pas être nihiliste. Mais je dis qu'aujourd'hui, il faut continuer, maintenir nos positions de combat pour vraiment améliorer les choses, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'une minorité, parce que l'emploi étant maintenant précaire, le peu de gens qui ont des CDI ou des contrats ou des fonctionnaires vont supporter, n'est-ce pas, 90% des charges dans les ménages. Atoumane Diaw, comment qualifierez-vous la situation du travailleur dans notre pays? De catastrophique ou bien d'acceptable? Oui, je commencerai d'abord par saluer mes amis, mes deux camarades et mon ami, monsieur le conseiller. Et au-delà de ça, je pense que quand même, d'emblée, estimer qu'au niveau déjà de l'ensemble des travailleurs du Sénégal en 2016, les gens se portent bien, c'est quand même se voiler la face. Dans la mesure où je pense qu'il y a différents angles par lesquels on a la possibilité de prendre le tir. Et si on choisit le secteur de l'éducation, il est difficile dans le contexte actuel de dire que ces travailleurs se portent bien. Si on va dans le cadre également de la santé, il y a également des problèmes qui sont immenses. Nous avons également le secteur informel qui nous pose problème, qui n'est pas organisé et qui est aujourd'hui dans un contexte tel que nous ne voyons pas déjà cette formalisation qui constitue pour nous un avantage par rapport à la fiscalité dans notre pays, mais également une justice sociale pour permettre à ces gens de pouvoir demain bénéficier de beaucoup de choses qu'ils n'ont pas, notamment la retraite. Ils n'ont pas la retraite, ils vont travailler pendant 20 ans, 30 ans, et maintenant, au moment où ils seront maintenant incapables de pouvoir poursuivre, ils iront à l'IPRES, ils n'y trouveront rien. Ces gens également sont confrontés à des problèmes d'accidents de travail et de beaucoup de précarité, mais au niveau également de la caisse de sécurité sociale, ils ne sont pas pris en compte. L'agriculture est en train de se développer, également de nouveaux travailleurs, de nouveaux types de travailleurs qui ne sont pas également pris correctement en charge. Et si on va dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, on a connu beaucoup de soubresauts avec des gens qui étaient jadis dans un cadre, et ce cadre a terriblement évolué. Si on va dans le cadre du tourisme, on est confronté également à beaucoup de problèmes. Les gens ne se retrouvent pas correctement dans leur vision, dans leurs attentes par rapport à tout ça. Et néanmoins, il faut dire qu'il y a également par rapport à tout cela des violations au niveau des entreprises dont les travailleurs font l'objet. Si on prend déjà le cas par rapport déjà à ces salaires, ces gens, eh bien, il y en a qui sont embauchés aujourd'hui sans bulletin de salaire, sans contrat. Bien qu'il y ait des possibilités d'aller vers des attaques par lesquelles on fait revivre ce qu'on appelle les contrats synalagmatiques, qui se passent au niveau déjà des bonus et des personnes qu'on emploie au niveau justement des travailleurs et travailleuses domestiques, au niveau des maisons, sans contrat, sans rien, sans heure à partir de laquelle tu commences et sans heure à partir de laquelle tu termines. Ces gens-là, maintenant, sont dans une situation difficile. Mais, néanmoins, quand on voit les efforts qui sont faits, dans le sens déjà de la baisse de la fiscalité pour les travailleurs qui sont correctement rémunérés, les avantages qu'il y a également par rapport à des travailleurs de l'informel, certes qui sont dérogés, mais qui sont réhabilités ailleurs, comme ce qui s'est passé à Petersen. Quand on voit également que par rapport à ce droit fondamental de se constituer en association, il y a des entreprises qui le refusent, et également les violations par rapport à des élections de délégués qui posent des problèmes par rapport à beaucoup de choses, nous ne pouvons pas dire que le travailleur sénégalais de 2016 est totalement dans le bonheur. Oui, justement, Mamadou Ndione, que fait actuellement le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et d'existence du travailleur? Oui, en fait, avant tout, je me réjouis de partager le plateau avec les éminents syndicalistes. Également, je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs, en particulier mes concitoyens de la commune de Diass. En fait, je ne porte pas la parole du gouvernement. Bon, donc je vais peut-être analyser sous l'angle de mon cursus en qualité d'économiste, mais également en tant que membre du parti au pouvoir.
je me réjouis aussi du fait que tout à l'heure les syndicalistes aient reconnu quand même, voilà, c'est tout à leur honneur et c'est une démarche très honnête, très patriotique, le fait qu'ils aient reconnu les efforts que l'État a eu à faire, notamment dans le cadre de la préservation du pouvoir d'achat, l'amélioration même de ce pouvoir d'achat. Moi, je pense que le premier levier sur lequel il fallait agir au lendemain de la deuxième alternance, c'était surtout sur ça. Au-delà même de l'aspect social de ces mesures, de cette batterie de mesures, il y a l'aspect économique, parce que c'était une manière également de relancer la consommation, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a comme effet induit au niveau de l'économie. Parce qu'un salarié qui gagne 40 000 sur son salaire, il va redistribuer ces 40 000 dans d'autres secteurs, n'est-ce pas, ce qui en économie crée ce qu'on appelle un effet de levier. Donc c'était ça l'urgence du travail, des travailleurs au départ, parce que je me rappelle quand j'étais tout petit, les revendications du 1er mai, la première revendication c'était amélioration du pouvoir d'achat. Donc ça a été quand même assez important. Maintenant, il fallait aussi agir sur le travail en tant que tel, sur le travail en tant qu'activité qu'il fallait relancer. Et dans ce cadre, je pense que le chef de l'État a mis en place le PSE, le plan Sénégal émergent, qui, au-delà même de l'aspect du volet infrastructure, parce qu'il y a un gap d'infrastructure à corriger au niveau du Sénégal, au-delà de cet aspect, il y a l'aspect capital humain qui est important. Aujourd'hui, le principal problème au niveau de l'employabilité, n'est-ce pas, des jeunes, par exemple, au Sénégal, c'est un manque de qualification professionnelle, une articulation entre enseignement et également, disons, monde du travail. À ce niveau, n'est-ce pas, l'État est en train surtout de mettre beaucoup de moyens au niveau de la formation professionnelle, en plus maintenant de tout ce qu'il y a comme levier, n'est-ce pas, que l'État a eu à actionner pour pouvoir, disons, relancer l'emploi au niveau du Sénégal. Maintenant, le travail d'un syndicaliste, c'est toujours de poser les exigences. Mais je me réjouis que, globalement, grosso modo, les syndicalistes sénégalais sont assez patriotes. Et dans le cadre du dialogue, dans le cadre du Haut Conseil, n'est-ce pas, pour le dialogue social, c'est des débats de fond. Nous sommes dans la même barque. Et au-delà même de tout, c'est l'économie nationale, c'est l'activité économique qui crée des emplois. Et sur la base de ce postulat de départ, on doit s'accorder sur des principes. Et maintenant, il y a des problèmes. Il ne faut pas qu'on soit à la passe. Il y a au moins dans le secteur de l'éducation, il y a beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Et quand on abordera, n'est-ce pas, le fond de la question, je reviendrai certainement là-dessus. Oui. Cher Diop, Ndion a fait allusion tout à l'heure au PSE. Est-ce qu'à travers le plan Sénégal émergent, vous sentez une réelle volonté de prendre en charge les préoccupations du travailleur? Vous savez, je crois que le plan Sénégal émergent a l'avantage d'être un plan d'abord, c'est-à-dire de donner aux citoyens, à la société civile, un moyen de contrôle. De ce point de vue-là, je pense que nous sommes outillés aujourd'hui, en tant que société civile, surtout la société civile avertie, de pouvoir juger le pouvoir à terme. Et c'est là où je dis que c'est un couteau à double tranchant sur le plan politique. Aujourd'hui, nous avons un instrument de mesure pour pouvoir dire à terme, il y a des avancées ou il n'y en a pas. De ce point de vue, je dis que c'est une très bonne chose. Maintenant, à l'élaboration de ce plan, il faut dire que les organisations syndicales ont été associées. Et nos préoccupations ont été quelque peu prises en compte. Dans le cadre de la relance des entreprises en difficulté, dans le cadre de l'adéquation formation-emploi, dans le cadre des ressources humaines, de la performance des ressources humaines. Il y a eu beaucoup de remarques que nous avons émises et qui ont été prises en compte. Nous avons été également témoins, tout au moins les organisations syndicales les plus représentatives, de la défense de ces PSE-là auprès des bailleurs, des partenaires techniques, à Paris comme en Chine. Cela veut dire que quelque part nous avons donné notre caution. Oui, mais dans la mise en œuvre. J'en viens. Donc, nous devons jouer notre rôle de sentinelle et de veille pour que la mise en œuvre soit effective.
Les organisations syndicales ont des difficultés aujourd'hui dans beaucoup de secteurs de l'éducation et de la santé. C'est parce qu'il y a une genèse à cela. Nous devons, en plus de la gestion de la revendication, veiller sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. C'est l'occasion pour nous d'ouvrir les yeux sur le PSE. Pour ce qui nous est arrivé, lorsqu'il s'est agi des ajustements structurels, n'arrive pas encore, ne se répète pas. Lorsqu'il s'est agi des ajustements structurels, les bailleurs nous ont imposé l'arrêt des recrutements dans des secteurs sociaux comme l'éducation et la santé. Ils nous ont imposé des privatisations tout azimut. Le tissu industriel est un peu déstructuré. Le terme d'entreprise en difficulté est connu dans le langage syndical à partir des années 86-89, lors de la mise en œuvre de ces politiques d'ajustement structurel. Dans l'administration, il y avait énormément de départs et de recrutements hors normes dans le secteur de l'éducation. Ceci a été fait et élaboré sans consulter les acteurs de l'éducation. Ils ont recruté ce qu'on appelait à l'époque des ailes de dinde, des contractuels, des maîtres vacataires, des ceci et de cela. Aujourd'hui, c'est l'élaboration, c'est la mise en œuvre de ces politiques qui ont engendré les revendications d'aujourd'hui dans le secteur de l'éducation. L'intégration de certains dans la fonction publique, la formation diplômante, ainsi de suite. Donc, les problèmes actuels ont des causes plus mais loin. Oui, justement, et c'est pourquoi nous devons être très regardants en tant que syndicalistes sur l'élaboration des politiques publiques et sur leur mise en œuvre. De ce point de vue-là, nous devons être très alertes pour que le PSE n'engendre pas à terme des revendications du genre que nous avons connues lors des ajustements structurels. C'est pourquoi j'attire l'attention sur les parcs industriels qui sont instaurés à Diamniadio. On fait appel massivement à des investisseurs, surtout asiatiques. Et ils ne sont pas des champions du respect des droits des travailleurs, ces asiatiques-là. Nous devons être vigilants pour que les parcs industriels ne soient pas l'enfer des travailleurs. Il faut absolument que ceux qui viennent occuper ces parcs industriels respectent rigoureusement le Code du travail sénégalais et les droits des travailleurs. Oui, Sidya Ndiaye, il y a le plan Sénégal émergent, il y a également l'acte 3 de la décentralisation qui vous a posé, vous, travailleurs des collectivités locales, beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez été en amont intégré dans cette politique-là? En fait, je dois dire qu'il y avait, pour l'acte 3 de la décentralisation, une commission nationale qui devait voir comment procéder à la réforme. Et nous avons en amont été assurés au début, dans les cadres de concertation, pour voir, pour réfléchir. Il y a eu beaucoup d'ateliers qui sont tenus. Mais vers la fin, nous n'avons pas compris la volonté des uns, enfin, du président de la commission nationale, d'accélérer et de vouloir faire tout en procédure d'urgence. Parce que on devait réformer en profondeur, on devait bouleverser l'architecture institutionnelle des collectivités locales, et tout à coup, on a vu finalement que tout bougeait. On a bien travaillé en amont jusqu'au milieu du gué, on a vu finalement qu'il y avait des partis pris flagrants pour torpiller tout ce qu'on a fait comme travail. C'est pourquoi, nous, lorsque nous avons constaté que des institutions comme la région devaient disparaître, qu'on doit créer les départements, qu'on doit communaliser universellement l'ensemble des communautés rurales, nous avons dit attention. Parce que vous êtes en train de vouloir bouleverser la chaîne institutionnelle sans qu'on parle d'abord de l'essentiel, c'est-à-dire des moyens financiers. Parce qu'une collectivité locale, c'est une entreprise publique, elle doit avoir son autonomie financière. Si une collectivité locale fonctionne pendant une certaine période et qu'elle n'atteint pas l'autonomie financière, elle doit disparaître. C'est ce que dit la loi. Or, au moment où je vous parle, on a fait la première phase de l'acte 3. Jusqu'à présent, on n'a pas fait la deuxième phase, qui est pour moi plus importante, c'est-à-dire les questions financières. Ce qui pose un certain nombre de difficultés. Le nerf de la guerre, l'argent. Voilà. Oui. Mais comment on peut faire? Ce n'est pas la première fois qu'on réforme le code des collectivités locales. Mais on a voulu délibérément, pour des, je le dis et j'assume, des questions, des raisons politiques, accélérer, parce que simplement, il y a des politiciens qui voulaient devenir des maires, des présidents de région, des présidents de département, sans qu'on regarde. Nous, on est dans les collectivités locales depuis 20 ans, 30 ans. Nous savons ce que nous disons, nous avons attiré. Et vous savez que très bien que mon organisation s'était engagée sur le terrain, nous étions opposés. Nous avons attiré l'attention du président de la République. Lorsqu'on a voté à l'Assemblée nationale,
la loi en procédure d'urgence, nous avons dit attention, il ne faut pas promulguer cette loi-là. Parce qu'on n'a pas encore réfléchi sur les questions financières. Et au moment où je vous parle, moi je me demande comment les gens vont pour faire des budgets, puisqu'on n'a pas déterminé. Mais nous sommes là aussi en tant qu'acteurs parce que nous savons ce que nous vivons dans les collectivités locales. Lorsqu'on a supprimé la région, on a redéployé tous ces personnels dans les départements, les nouveaux départements. À Dakar, dans les grandes villes, on a pris le personnel qu'on a redéployé sur des critères aberrants. Et là aussi, on a crié. On ne nous a pas écouté. On dit Sidi a fait de la politique. On a pris à Dakar, on était 3000 et quelques, des effectifs de 3000 personnes. On a envoyé plus de 1500, la moitié dans les arrondissements. Naguère, qui sont devenus des communes de plein exercice, sans tenir en compte leurs moyens financiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe, nous avons des difficultés pour les salaires, pour payer. Ces communes n'étant pas en mesure de faire face aux obligations sociales. Nous avons des difficultés pour le respect des droits acquis, puisqu'il s'est agi d'une succession d'employeurs. Vous êtes recruté par la ville de Dakar ou de Pékin, on se lève un matin, on vous dit, votre employeur, c'est la ville de Parcelles Assainies, c'est la commune de Guédiawaye, etc. Donc voilà les difficultés. Et pourtant nous avons averti. Dans le cadre du développement, nous avons dit au préfet de prendre toutes les mesures pour que les droits des travailleurs soient sauvegardés. Parce que nous, on ne s'occupe pas de politique. Et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont rien respecté du tout. On nous a envoyés comme ça. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des communes qui jusqu'à présent n'ont pas de salaire. Ourossogui vient de m'appeler tout à l'heure, ils ont perçu sur 3 mois qu'un seul mois. À Sédhiou, dans le Sédhiou, il y a plus d'une vingtaine de communes qui depuis 8 mois n'ont pas de salaire. Est-ce que vous voyez? Donc voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et maintenant, que les gens se sont rendus compte que nous, on n'était pas en train de crier pour crier, parce que tout le monde reconnaît maintenant qu'il y a des failles, beaucoup dans l'impréparation, le président de la République a demandé qu'on évalue. Dans le cas de cette évaluation, nous, on était en mouvement d'ailleurs, que nous avons arrêté en mois de février l'intersyndical des collectivités locales, composé du SUTRACO, de CNTS, du syndicat national des travailleurs des collectivités locales, de la CNTS, de l'UCTMS, de l'UNSAS et du SUTM de la FGTS. On était en mouvement. On nous a dit d'arrêter. Nous sommes des responsables. Nous avons dit, ok, s'il y a une négociation, on arrête. Donc, depuis, on avait dit au travers le 31 mars, avant le 31 mars, le gouvernement s'était engagé à tenir un conseil interministériel, présidé par le Premier ministre, pour statuer sur ces questions-là. Parce qu'il y a des questions de fond qu'il faut trancher. Notamment, la capacité de ces communes à supporter le personnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On nous avait dit que la commission, cette rencontre se tenirait en fin février, début mars. Fin février, début mars, il ne s'est rien passé, parce qu'il y a peut-être le référendum, on comprend, il n'y a pas de problème. Oui. On est parti, le Premier ministre lui-même a dit, je présiderai cette réunion fin mars, début avril. Eh bien, aujourd'hui, on est en fin avril, il n'y a rien. La hache de guerre sera-t-elle... Elle sera déterrée, c'est clair. Oui. L'intersyndicale est prête à aller au front pour qu'on respecte nos droits. Parce que nous n'allons pas accepter d'être les agneaux du sacrifice. Il ne faut pas que les gens pensent que nous allons continuer à être... Je veux signaler quelque chose de très grave. C'est l'absence de couverture médicale. Comment expliquez-vous qu'un travailleur qui, depuis 20 ans, peut se soigner, normalement, vous levez, vous enlevez tout. Et on voit qu'on accepte cela. Ça ne passera pas. Voilà, je précise que Cheikh Diop va nous quitter tout à l'heure parce qu'il a des obligations ailleurs et nous vous le concédons. Alors, Atoumane Diaw, que répondez-vous à ceux qui disent que les intérêts matériels et moraux des travailleurs ne sont pas suffisamment défendus par les syndicalistes que vous êtes? Oui, pourtant j'aurais souhaité bondir également sur le PSE dont vous avez parlé allez-y, tout de suite, parce que moi je pense qu'il faut se féliciter de ce plan du Sénégal. Un pays ne peut pas aller dans un pilotage à vue. Un pays n'a pas la possibilité également, ne doit pas aller dans le sens de tout improviser sans avoir la possibilité de donner les orientations par rapport à une émergence possible. Et c'est en cela qu'il faut vraiment féliciter le régime actuel en place, qui a quand même essayé de dégager une vision. La vision, elle est fondamentale. C'est un projet, c'est un partenariat national. La vision ne suffit pas. Voilà, mais non, j'en viens. Oui. Maintenant, par rapport à ce partenariat qui devrait être mis en place sous forme d'une politique en termes de plan Sénégal émergent, il y a des critères par lesquels on devrait
aller dans le sens d'abord de diffuser la vision. Que tout le monde soit imprégné de cette vision. Du plus haut niveau au plus bas niveau, que les gens sachent ce que c'est que le plan Sénégal émergent. C'est ça d'abord la base. Le deuxième socle qu'il y a par rapport à ça, c'était de voir comment on a la possibilité de procéder au partage des rôles. Que chacun sache ce qu'il a à faire pour que le projet puisse réussir. Et maintenant, au-delà de ça, il faut également voir les responsabilités. Quand dans tel secteur, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, au niveau de beaucoup d'autres secteurs qui sont les secteurs vivants, jugés prioritaires par rapport au PSE, nous pensons qu'il devrait savoir situer demain les responsabilités parce qu'il y aura une évaluation. Et il fallait en fin de compte, en quatrième pilier, pouvoir dégager les résultats et avoir la possibilité de les évaluer au point que chacun ait la possibilité de se retrouver par rapport à cela. C'est en cela qu'il y aura une synergie allant dans le sens de réalisons cela, mais au terme, voilà ce que j'en fais. Ça n'a pas été correctement clarifié. Oui. Au plan international, ce qui a été fait a été magnifique. Sur le plan national, qu'on se soit accommodé déjà des syndicalistes, des hommes d'affaires, du patronat, et maintenant de la société civile, pour aller négocier, c'était extraordinaire. Mais il fallait également, par rapport à ça, qu'on ait la possibilité de définir le rôle de chacune de ces parties ayant conduit déjà à la mise en place de ce plan Sénégal émergent. Oui. Maintenant, la question. Maintenant, la question oui. Dans les travailleurs ne se sentent pas suffisamment défendus par les syndicalistes. Moi, je pense que nous aurions pu leur rétorquer que les travailleurs ne sont pas suffisamment syndiqués. Ils ne sont pas syndiqués. Il y en a qui sont frileux par rapport à des situations d'entreprise où on refuse justement qu'on soit syndiqué. Parce qu'il y a une épée de Damoclès suspendue. Absolument, suspendue à le truc, et basée essentiellement sur la violation d'un droit essentiel, qui est la Convention numéro 87, donnant droit à tout travailleur de s'associer, de se constituer un syndicat et d'avoir la possibilité de défendre ses propres intérêts. Il y a également par rapport à cela que dans les entreprises, et un peu partout, les gens ne négocient pas. On ne négocie pas. Et pourtant, il y a également une disposition de l'OIT, qui est la Convention numéro 98, qui permet à tout travailleur de pouvoir aller vers de la négociation collective. Au-delà de ça, il y a maintenant il y a une part qui devrait revenir justement à l'inspection du travail sur certaines réclamations qui devraient permettre maintenant à ces syndicalistes qui posent les problèmes de leur trouver des solutions. Mais d'abord, ils n'ont pas suffisamment de moyens par rapport à cela. Vous allez dans une entreprise, vous voyez que tel droit n'a pas été respecté par rapport aux travailleurs. Ils te diront, nous n'avons pas les moyens pour y aller. Il y a des efforts qui sont faits, certes, par rapport à cette situation, mais nous pensons qu'il reste encore beaucoup à faire. Et comme le disait tout de suite mon ami Sidia, l'inspecteur du travail a une position centrale dans le PSE, dans le développement en tout cas de cette émergence que nous voulons. Mais comme il l'a dit, ils vivent dans une situation tellement précaire et tellement dérisoire que j'ai une fois prophétisé en disant que je sais quel est le rêve qui trotte dans la tête de chaque inspecteur du travail. Ils m'ont dit c'est quoi? J'ai dit chaque inspecteur du travail, de l'administration, rêve de pouvoir être à la tête d'une DRH, d'une direction des ressources humaines, au niveau d'une multinationale, au niveau d'une banque, ou au niveau d'une grande entreprise. C'est dû à la précarité de leur travail. Absolument, absolument. Moi, je pense que notre soutien essentiel, notre socle crédible et performant de base, sur lequel on a la possibilité de s'appuyer quand nous dénonçons justement des violations, c'est justement par rapport à ces inspecteurs du travail. Il faut que l'administration du travail, par rapport à cela, ait également la possibilité de nous accompagner dans ce groupe. Et pour cela, il faut que le plan Sénégal émergent également sache que ces agents ont justement un rôle extrêmement important à jouer par rapport à cette situation. Maintenant, nous sommes en train de nous battre. Quelquefois également, il y a absence de dialogue social. Quand on pose des problèmes, quand au niveau d'une entreprise, il y a des problèmes, les problèmes sont traduits en termes de plans de revendication.
Maintenant, ces revendications sont déposées au niveau d'une direction, sont déposées également au niveau du ministère du Travail, sont déposées au niveau du Haut Conseil du dialogue social pour qu'on ait la possibilité de se réunir parce que le système de confrontation aujourd'hui est remplacé par un système de négociation, un système de dialogue social où les partis doivent être ensemble, discuter et faire justement... Mais que feriez-vous de ce pacte de stabilité signé avec les absolument, syndicalistes? le pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Maintenant, c'est également un sous-plan par rapport déjà au plan Sénégal émergent. Mais malheureusement, là aussi, les parties prenantes ne sont pas correctement impliquées dans, comme je le dis, les rôles, dans les responsabilités, mais également dans la recherche demain d'une évaluation qui soit en mesure de gérer correctement les problèmes. Ok. Alors, Ndion, l'idée qui se dégage généralement ici sur ce plateau, c'est qu'il n'y a pas de quoi pavoiser pour le régime en place. Que répondez-vous à cela? Oui, en fait, ce que je réponds à ce niveau, c'est que le chef de l'État, en fait, quand il a mis en place le plan Sénégal émergent, il savait qu'il fallait en même temps qu'il y ait un volet social. Et ce volet social, c'est à travers le pacte national, n'est-ce pas, de stabilité sociale pour l'émergence. C'était quoi? C'était pour calmer les ardeurs, en fait, l'ardeur des au-delà de ça, non? c'est pour que l'État s'engage. Parce que dans ce pacte d'ailleurs qui a été signé par les syndicats les plus représentatifs, n'est-ce pas, c'est bien, vous l'avez signé? N'est-ce pas, okay. Et curieusement, bon, soi-même, je vois que le CUSEMS, bon, peut-être, je ne sais pas trop si c'est une centrale ou un syndicat, mais le CUSEMS, je n'ai pas vu la signature du CUSEMS, et à l'époque, le CUSEMS avait même dénoncé, n'est-ce pas, dans les journaux, n'est-ce pas, l'idée même de ce pacte, n'est-ce pas. Donc aujourd'hui, je pense que les syndicats qui sont réunis autour de ce pacte, à côté du pacte, il y a le Haut Conseil. Le Haut Conseil qui est constitué de 30 personnes, 10 choisies par l'État, 10 par les syndicats et 10 autres par le patronat, n'est-ce pas? Donc, et dans le cadre de ce Haut Conseil, comme l'a dit tout à l'heure M. Diaw, dans le cadre de ce Haut Conseil, beaucoup de choses peuvent se discuter. Parce qu'en fait, quand un travailleur pose une revendication, il est dans ses droits. Il faut l'écouter. Il faut analyser ce qu'il dit. Mais le travailleur aussi doit analyser ce qu'on lui dit. Si on prend le budget du Sénégal, en 2016, on a 3 022 milliards. L'État décide de prendre 1 048 milliards pour investir, ou vers les secteurs prioritaires, l'agriculture, les infrastructures, etc. En 2012, nous avions un taux d'éducation rurale de 24%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de nos 15 000 villages, les 76% n'avaient pas d'électricité. Ça, c'est une priorité nationale. Et même les syndicalistes, l'État, tout le monde doit s'accorder autour de ça. 76% de taux d'éducation rurale en 2012, ça veut dire qu'il y a 10 000 villages qui n'ont pas d'électricité au Sénégal. Si on aspire vers l'émergence, l'État doit prendre ses responsabilités en investissant. C'est ce que le président a fait, en mettant déjà cette année 1 048 milliards, et également en se fixant pour objectif d'arriver à 60% à l'horizon 2018. C'est ça la révolution. Maintenant, entre-temps, il y aura des discussions, parce que la cagnotte est la même pour l'État. L'État, son rôle, c'est de mettre l'économie en condition de créer des emplois et de sécuriser ces emplois. Maintenant, il appartient à l'État maintenant de veiller à ce que la réglementation soit appliquée. N'est-ce pas? Ça, c'est important. Ils ont soulevé le problème des inspecteurs du travail. Je vais en venir. Qui travaillent dans une précarité sans nom. Je vais en venir. En fait, avant même d'en venir déjà, tout à l'heure, même M. Chedio, avant de partir déjà, il avait insisté sur il avait fait un peu le parallélisme entre plan d'ajustement structurel et PSE. J'espère que c'est très clair à ce niveau, parce que le PSE, c'est un plan du Sénégal qui ne nous a pas été imposé. Il faut qu'on le sache. Et même quand la directive du FMI est passée récemment, la dernière fois, qu'est-ce que le chef de l'État lui a dit? Nous n'avons pas besoin de vos sous, nous avons besoin juste de vos conseils. Aujourd'hui, le Sénégal est éligible au niveau du conseil d'administration du FMI. Le Sénégal peut s'endetter sans passer par le conseil d'administration. Qu'est-ce qui nous donne ça? C'est une gestion saine des finances publiques. Maintenant, le respect de nos équilibres macroéconomiques, nous ne devons pas attendre que les institutions financières internationales viennent nous donner des instructions. Parce que s'ils viennent nous donner des instructions sur ce rapport, c'est en ce moment précis maintenant qu'il y a des conditions draconiennes
par rapport à des mesures sociales. Nous pouvons gérer nos problèmes sénégalo-sénégalais dans le cadre du Haut Conseil, dans le cadre aussi des autres structures que l'État a mis en place. Et sous ce rapport, je salue vraiment la responsabilité avec laquelle les syndicalistes sénégalais globalement travaillent, même s'il y a au niveau de l'éducation des difficultés. Par rapport aux difficultés du secteur de l'éducation, il ne faut pas qu'on se voie la face tout à l'heure. Nous tous, nous savons d'où vient le problème. C'est au nom de la continuité de l'État, du principe de continuité de l'État, que le président Macky Sall est en train de solder des dossiers qui datent des années 2000, et même souvent d'avant 2000. Quand l'État s'engage à mettre 14 milliards à titre de rappel de paiement pour 2016, 24 milliards à titre de rappel d'intégration pour les dossiers sur les avancements. Quand l'État décide de mettre autant d'argent dans le secteur de l'éducation, moi je pense que la responsabilité voudrait que ces syndicats d'enseignement saluent cette initiative et maintenant adoptent d'autres modes de lutte plutôt que de sacrifier l'avenir des enfants. Et je pense que sous ce rapport, c'est très important. Par rapport à l'acte 3, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur Sidia, qui est d'ailleurs un des spécialistes de cet acte 3, quoi qu'on puisse dire, parce qu'il se bat dans le secteur depuis des années. Par rapport à ça, en 2014, le choix était quoi? Reporter les élections pour attendre. Ce choix, les partis politiques ne l'auraient jamais accepté au Sénégal. Il fallait aller à des élections. Maintenant, ensuite, la deuxième phase de la réforme, essayer de l'appliquer. Maintenant, récemment, j'ai entendu le ministre Abdoulaye Diouf Sarr dire que c'est une phase qui va bientôt commencer. Et c'est une phase qui est importante. Mais pendant cela, depuis 2014, l'État accompagne les communes d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a une certaine sensibilité qui se fait au niveau de Dakar. Bon, je ne dis pas que c'est une question politique, n'est-ce pas? Parce qu'il faut aborder les questions dans le fond. Mais toujours est-il que, globalement, les syndicats sénégalais, l'État, le patronat, nous devons tous nous accorder sur des priorités nationales. Et ces priorités nationales, quoi qu'on puisse dire, c'est de créer les emplois en milieu rural, c'est d'aller vers des infrastructures et en même temps aussi de sécuriser l'environnement global du travail, ne serait-ce que pour protéger le travailleur qui, quoi qu'on puisse dire, souvent est dans une posture assez délicate. Maintenant, mettre ces exigences souvent au-devant des priorités nationales, c'est à ce niveau que le débat souvent est un peu galvaudé. Et je pense que les syndicalistes... Ah oui, souvent, ce ne sont pas des priorités, leurs revendications? C'est des priorités. Ah oui. Mais en fait, le problème, c'est un problème de timing et de gestion. Et je pense que dans le cadre du Haut Conseil, si les membres de ce Haut Conseil dialoguent sérieusement, si au niveau des entreprises, les gens dialoguent sérieusement, si l'État aussi tient un discours très clair par rapport aux possibilités et planifie le reste, moi je pense qu'à ce niveau, il y aura moins de soucis. Oui. Mais quoi qu'on puisse dire aussi, souvent les syndicalistes aussi, ils subissent la pression de leur base. Ils vont apprécier. Mais juste une phrase, Oui. souvent aussi, je les comprends, ils sont dans une posture très délicate, surtout les secrétaires généraux, parce que souvent aussi, il y a la base en surchauffe, et ils sont obligés souvent d'envoyer des signaux à la base, mais dans le cadre de négociation, moi je pense que c'est le patriotisme qui doit primer. Et le débat doit être très sincère et franc entre les différentes parties. Satisfaire les doléances des syndicalistes, l'État n'a pas que ça à faire. C'est ce qu'a dit Mamadou Dione. Que lui répondez-vous? Mais l'État n'a pas que ça à faire, mais l'État doit tenir compte de la demande sociale. Parce que les progrès sociaux, ce sont les organisations syndicales. Et vous venez d'évoquer quelque chose d'essentiel. Je pense que les syndicats dans ce pays sont assez responsables. Nous sommes responsables dans la mesure où nous avons accepté pendant des années de négocier, d'écrire ensemble le pacte social. Nous l'avons adopté. Et c'est toutes les centrales syndicales qui l'ont signé finalement. Toutes les centrales. Et lorsque nous l'avons signé, à l'époque, on nous avait fait comprendre que l'éducation était exfiltrée de ces négociations-là parce qu'il y aura des assises pour l'éducation. C'est ça la vérité. Donc ce n'est pas de nos responsabilités. C'est l'État qui a accepté que l'éducation soit traitée à part. Ils ont fait des assises à coups de millions. Finalement, on se demande à quoi cela a servi, puisque les problèmes sont là. Je suis d'accord sur le fait de dire que le président Macky Sall a hérité d'un stock de problèmes. Parce que c'est ça l'administration, c'est la continuité. Il y a la lourdeur de l'héritage. Voilà, lorsque vous arrivez à un pouvoir, c'est comme vous avez hérité de quelque chose, il y a l'actif et le passif. L'actif, bon, c'est tout ce qui est bien, mais le passif peut être lourd. Et ce qui a fait que on a constaté, enfin, dans l'ancien régime, à dérégler totalement
des systèmes de rémunération dans l'administration. Totalement. À coup de trucs, on augmente par-ci, par-là, des trucs sans normes, sans négociation collective. On a créé des agences. Vous savez que récemment, le ministère des Finances est même allé jusqu'à dire qu'il va revoir le salaire à baisse des agences. Pourquoi? Donc on a créé des agences, les gens sont partis, ont fui l'administration, sont allés là-bas parce qu'il y a de bons salaires. Donc on fait 2 poids 2 mesures dans l'administration sénégalaise. Heureusement bon, qu'ils ont tenu un forum, nous on l'a observé de loin parce qu'on n'était pas impliqués. En tant que travail des collectivités locales, nous sommes l'administration aussi. Nous dénonçons cette discrimination. Personne ne nous a appelés à l'exercice de l'administration. Mais comment peut-on faire de l'administration sans les collectivités locales? Nous sommes là, on a transféré des dizaines de compétences aux collectivités locales. Il faut que les cadres des collectivités locales participent au débat sur l'administration publique sénégalaise. Parce que nous sommes un démembrement de l'État. Ça, les gens l'oublient. Ils ont fait le forum sans inviter les gens. Ensuite, moi je crois que lorsqu'on signe un pacte, depuis presque 2 ans, rien n'a bougé. Voilà les problèmes du Sénégal. On réfléchit bien, on conçoit les textes, on fait tout, on rentre dans les tiroirs. Vous avez respecté votre part du contrat. On a tout respecté. On était prêt parce que le pacte, l'objectif du pacte, c'était une démarche intelligente. Puisque le président de la République a mis sur orbite le PSE, voulait l'accalmie sociale. Parce que nous sommes d'accord que sans paix sociale, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'investisseurs. Donc il n'y a pas de travail. Nous sommes d'accord. C'est pourquoi nous avons adhéré. Dans le cadre de cela, nous avons travaillé avec le patronat. Nous avons fait des concessions. Nous avons, dans le cadre du dialogue social, voilà ce qu'on peut faire. Mais depuis lors, il n'y a rien. Encore, il y a une autre remarque que nous devons faire, c'est que le ministère du Travail et de la fonction publique était réuni. On a cassé ces 2 départements. Il y a des difficultés. Il ne faut pas se voiler la face. On a créé le ministère de la fonction publique, on a mis le travail là-bas, et ces 2 ministères, finalement, il n'y a pas de cohérence dans la prise en charge des luttes. Voilà les problèmes. Je pense que si on n'est pas satisfait d'un ministre, il vaut mieux le faire partir que de casser des départements ministériels pour créer des trucs, etc. Ça, il faut qu'on le dénonce. Aujourd'hui, on a des difficultés parce que ces 2 ministères-là, mais il y a un problème. Heureusement, je salue le travail qu'ils font au Conseil pour le dialogue social. Moi, au début, j'étais un peu dubitatif, mais j'ai vu qu'au Conseil pour le dialogue social a commencé à faire son rôle de médiation sociale, a commencé à se battre pour rapprocher les positions. Ce qui est une excellente chose. Pendant ce temps, ce qui est grave encore, c'est que depuis 2014, nous avons donné des cahiers de doléances. Depuis 2014, 2015, les cahiers n'ont pas été ouverts. Voilà les problèmes. Et cette nous année, allons dire au président de la République. Cette année, vous allez déposer... Nous allons déposer. Nous, on a même décidé à un moment, je vous l'ai dit. Nous, on ne voulait même pas aller au palais. Pourquoi faire? Pour déposer quoi? Vous avez déposé un candidat en 2014. Vous déposez en 2015. Qu'est-ce que vous allez déposer en 2016? Si les autres ne sont pas... Les doléances restent les mêmes. C'est la responsabilité des organisations syndicales aussi. Je pense que nous ne sommes pas assez mobilisés pour défendre nos positions. C'est ça le problème. Et je comprends parfois la réaction des travailleurs qui se demandent à quoi on sert. Si nous ne prenons pas en compte leurs revendications, si nous ne sommes pas capables, d'après avoir déposé, c'est une première, c'est la première fois que je vois que des cahiers de doléances ont été cumulés sur 2 ans. Et ça, c'est des sources de problèmes. Il faut que le président de la République instruise son gouvernement. Parce que nous avons reçu, il y a quelques semaines, une invitation à désigner nos représentants dans des commissions pour négocier. Mais c'est de l'enfantillage. C'est pas sérieux. Donc il faut que, lorsqu'on hérite d'un département ministériel, qu'on assume, qu'on dise la vérité au président de la République, qu'on lui dise voilà ce qu'on a fait, etc. Mais nous allons aller au palais pour... Vous allez voir. De toute façon, nous on n'a pas notre langue dans notre poche. Nous constatons qu'il y a un manque total de respect vis-à-vis des doléances des travailleurs. Ça fait 2 ans que nous déposons des cahiers, personne n'a ouvert nos cahiers. Les accords de 2013, on les a signés l'année dernière. Donc je crois que ce n'est pas comme ça qu'on est apaisé. Et en plus, on se permet de nous menacer. Dans l'enseignement supérieur, le ministre a menacé les syndicats d'enseignants. Le ministre de la fonction publique récemment a menacé les enseignants. Mais les enseignants ont signé des accords en bonne et due forme. Peut-être avec l'ancien régime, c'est lourd. Moi, j'ai dit au président de la République, dites à votre gouvernement de ne pas signer d'accords qu'il ne peut pas respecter. Parce que quand on signe, c'est la crédibilité, c'est du partenariat qui se pose. Chaque parti ayant signé doit avoir l'obligation de respecter. C'est la force de loi. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens signent des accords pour avancer. Oui. Moi, je vous donne un exemple. Oui, au niveau des collectivités locales, nous avons signé un protocole d'accord. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas validé. Depuis 1 an.
Oui, c'est quoi d'ailleurs, Atoumane Dione, la pertinence, Atoumane Diaw, pardon, la pertinence du dépôt des cahiers de doléances? C'est une tradition, mais est-ce qu'il y a une tradition qu'il faudra pérenniser davantage? Absolument. Absolument, parce que c'est quand même un principe. Par rapport à quelqu'un qui est administré, qui se trouve à la base de l'administration, par rapport maintenant à celui qui l'administre, qui est le président de la République, qui est le gouvernement en place. Il n'est pas mauvais d'évoquer ses préoccupations, de les planifier et de les déposer auprès de qui de droit. Ce qu'il y a, c'est que c'est en ce moment que le dialogue social devrait être déclenché. Déclenché comment? En essayant d'analyser l'ensemble de ces points, et ce qui est la tâche essentielle d'un ministère du Travail et d'un ministère de la fonction publique. Mais il y a les plateformes revendicatives déjà qui sommeillent dans les tiroirs du ministère. Mais on est tenu au moins de les mettre en exergue. Parce qu'on t'aurait rétorqué que de quoi te plains-tu? Tu n'as rien fait, tu n'as rien écrit, tu n'as rien planifié, tu ne nous as rien envoyé. Mais puisque ça nous donne le droit, par rapport à la convention numéro 98 dont j'ai parlé, ça donne le droit de pouvoir procéder à des consultations tripartites, avec une disposition particulière qui est la convention numéro 144, relative à ça, qui exige que les employeurs, le gouvernement et les travailleurs se mettent autour de la table pour discuter des problèmes qui ont été soulevés. Et c'est ça le rôle essentiel du Haut Conseil du dialogue social, qui suit ces paramètres. Dans le Haut Conseil, comme il l'a dit tout de suite, il y a 10 membres du gouvernement, 10 membres des employeurs, CNP et CNES, et 10 membres des travailleurs. Ça fait 30 membres qui constituent la grande plénière du Haut Conseil du dialogue social. Ça, c'est pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on ait la possibilité d'avoir une table ronde autour de laquelle on a la possibilité de discuter de ce qui constitue des préoccupations pour le gouvernement, qu'ils le disent et qu'on négocie ensemble, de ce qui constitue des préoccupations pour le patronat, qui également peut être confronté à des difficultés, et de ce qui peut constituer des préoccupations essentielles pour les travailleurs. Ces préoccupations, tu les déposes, mais le président de la République avait dit que c'est fini. Le fait de superposer des cahiers de revendication sur 10 ans, sur 5 ans, etc., c'est terminé. Il est vrai que le truc a été réduit, parce que lui, il parle déjà de 2 cahiers qui sont passés sans être vus. Est-ce qu'il faudra y ajouter déjà le cahier de 2016? À votre avis? Mais la réalité, oui, c'est que, comme il l'a dit, le postulat essentiel dont ils ont parlé tout de suite, c'est le dérèglement de notre administration. Le dérèglement des textes juridiques sur lesquels on devrait s'appuyer pour savoir ce qu'on octroie de ce qu'on n'octroie pas. Et également, il y a le dérèglement budgétaire et une accumulation exponentielle déjà de promesses, d'accords signés et qui aujourd'hui ne peuvent pas trouver leur solution immédiatement. À cela, le Haut Conseil, ayant compris, a eu à aller déjà consulter par le biais de la présidente, le ministre des Finances, en disant que tout ce que le président a la possibilité de dire ne peut se réaliser tant que vous n'êtes pas dans le sens de l'exécuter. Maintenant, nous pensons que vous ne pouvez pas également ramer en contre-courant de la vision du président. En conséquence de cela, il y a des problèmes qui ont été posés, au moins pour ce qui concerne les enseignants et le système éducatif. Essayez de réunir les partis, de leur dire où est-ce que vous en êtes par rapport aux engagements qui ont été pris, d'indiquer qu'est-ce qui peut être atermoyé par rapport à tant de mois ou tant d'années, et de dire ce qui aujourd'hui est impossible. Et c'est ce qui a été fait. Il y a un suivi et une évaluation. Absolument. Des doléances. Absolument. Il faut les évaluer, il faut également les planifier dans leur réalisation, dans leur exécution. Et il faut, par rapport à cela également, faire en sorte que l'on continue à nouer le dialogue avec les parties prenantes. Ce qui se fait sans toi, c'est toujours fait contre toi, c'est jugé comme tel. Dès lors que c'est comme ça, il faut, nous disons, qu'il y ait une certaine périodicité dans l'évaluation de la réalisation des accords, mais également dans l'information à donner par rapport à ce qui a été fait
au regard de ce qui devrait être fait. Justement, Mamadou Ndione, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'interlocuteur qui se pose du côté du gouvernement? Parce que les syndicats foisonnent, poussent comme des champignons. Par ailleurs, en politique, on parle de la rationalisation du nombre des partis politiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas poser ce débat avec courage aussi concernant les syndicats? Oui, en fait, logiquement, hein, je ne sais pas comment les syndicats sont organisés, mais logiquement, le gouvernement doit discuter avec des centrales. C'est ça qui est logique. Bon, mais il y a tellement de syndicats au Sénégal que les syndicats doivent s'affilier dans des centrales et ce sont ces centrales qui doivent poser les problèmes à un niveau supérieur. Maintenant, le fait de créer un haut conseil doit faciliter tout ce dialogue-là. Parce que le haut conseil doit prendre en charge toutes les questions, ne serait-ce que dans le sens de rechercher la bonne information et également dans le sens de permettre aux différentes parties de se comprendre, d'aller au fond des choses, comme on dit. Bon, tout à l'heure, le doyen Sidi a parlé un peu du volet enseignement supérieur. Moi, sous ce rapport, franchement, je ne comprends pas souvent les syndicats d'enseignement supérieur, parce que j'ai là quelques réalisations que l'État a eu à faire dans le cadre de la résolution de leur plateforme. Si on prend par exemple le relèvement de la prime académique spéciale, l'État a mis sur la table 50 000 francs par mois, ce qui fait un impact de 950 millions. Sur le problème de l'accès à la propriété bâtie, l'État a mis un système de financement à hauteur de 5 millions de francs CFA. Pour la cité des enseignants, je pense que pour ce qui est de Gaston Berger, c'est en finition, etc. Si on prend la cité des enseignants, ça a été inauguré par le président à coût de 6 milliards récemment, au mois de juillet 2015. La retraite des enseignants s'est pris en compte. Si on prend les transferts et prise en charge médicale, l'État a pris des engagements fermes. Aujourd'hui, l'État a mis le détail. L'achèvement des travaux en cours pour 43 milliards. La mise en place des plateformes de recherche, l'État a mis 1,6 milliard. Le recrutement pour atteindre 70% d'enseignants. Malgré tout, le problème c'est entier. Le problème, en fait, au-delà, moi je pense que souvent il y a un problème d'ego qui se pose. Et ces problèmes d'ego font que les gens ne cassent pas, comment dirais-je, le miroir pour discuter. Moi je pense qu'aujourd'hui, un État qui met des choses sur la table, des choses palpables, il faut prendre ces choses-là et continuer à discuter. Même par rapport à la forme de la lutte, souvent. Au Sénégal, bon, on est prompt peut-être à aller en grève, n'est-ce pas, surtout. Mais souvent aussi, moi je pense qu'il faut adopter d'autres... La gestion des préavis. Oui, il y a la gestion des préavis. Mais quelque part aussi, moi je me dis que si on regarde par exemple le privé, il y a moins de grèves. Quoi qu'on puisse dire, dans le secteur privé, il y a moins de grèves. Alors que dans le secteur public, où l'État a 127 300 fonctionnaires, n'est-ce pas, avec une masse salariale de 556 milliards, n'est-ce pas, pour un budget déjà de 3 000 milliards, dont 1048 consacrés à l'investissement, rien que le fonctionnement de l'État, pratiquement, va bouffer l'essentiel du budget. Et l'État a un fardeau important, parce que les fonctionnaires ont un rôle important dans le pays, mais qui coûte, voilà, 556 milliards à l'État en termes de charges salariales. Donc, moi, en fait, le problème fondamental, quand on dit que le cahier de doléances de l'Indien n'a pas été ouvert, moi je sais que la prime de transport a évolué. Hein? On va me dire que ce n'est pas très important, certainement parce que la prime de transport a été augmentée cette année. Je parle sous le contrôle. À la veille du premier. Oui, je parle sous le contrôle du syndicaliste, n'est-ce pas? Ça ne va pas calmer nos acteurs. Oui, c'est ça ne va pas calmer nos acteurs. Les syndicalistes, donc ça a bougé un peu. Donc les syndicalistes ont longtemps posé. C'est un os à ronger. Voilà, je sais qu'ils ont longtemps dénoncé les conditions dans lesquelles les stagiaires étaient utilisés. Et cette année, je pense qu'il y a eu une loi sur les stages, n'est-ce pas? Une loi sur les stages. Maintenant, le stagiaire, il a des droits. On ne le prend pas n'importe comment pour l'utiliser, etc. Et sur les retraites également, je pense qu'il y a eu des avancées. Sur la retraite, il y a des avancées. Bon, oui, mais en fait, moi je pense que l'État, c'est comme un père de famille. Bon, moi, je pense que